Bonjour à toutes et bonjour à tous. Nous allons voir aujourd'hui l'intervention de l'Irlande, un des seuls pays à soutenir la Palestine depuis toujours, à la Cour internationale de justice, contre les crimes de guerre, l'oppression, l'expansionnisme, la colonisation et les agressions commises par Israël contre le peuple palestinien. Que va donc dire l'Irlande? Va-t-elle condamner? Et que propose-t-elle? Vous saurez tout, en regardant le plaidoyer de l'Irlande jusqu'au bout. Monsieur le Président, Madame la Vice-présidente, Mesdames et Messieurs de la Cour, j'ai l'honneur de me présenter devant vous ce matin au nom de l'Irlande. La présente procédure met en jeu des obligations juridiques fondamentales dues à la communauté internationale dans son ensemble. En tant que membre de cette communauté, l'Irlande est attachée à la protection et à la promotion d'un ordre mondial fondé sur le respect du droit international. La présente audience s'inscrit dans un contexte qui préoccupe profondément le gouvernement irlandais. Les attaques lancées par le Hamas contre Israël le 7 octobre étaient condamnables et nous les avons condamnées sans équivoque. Le viol et le meurtre de civils, la destruction de biens civils, la prise d'otages, l'utilisation de boucliers humains et les tirs de roquettes dirigés sans discrimination contre des centres urbains sont autant de violations graves du droit international humanitaire dont les auteurs devront rendre compte. Toutefois, le droit international limite l'emploi de la force dans l'exercice du droit de légitime défense à un usage purement nécessaire et proportionné. Or, selon l'Irlande, Israël a outrepassé ses limites dans sa riposte militaire aux attaques du Hamas. C'est ce qui ressort clairement du nombre de morts en hausse incessante, des destructions massives de biens, y compris habitations, dans l'ensemble de Gaza, du déplacement de plus de 2 millions de personnes et de la catastrophe humanitaire qui s'ensuit. L'Irlande a maintes fois appelé à un cessez-le-feu et nous sommes consternés par les implications des récentes hostilités à Gaza pour la perspective de règlement du conflit israélo-palestinien plus généralement. Mesdames et Messieurs de la Cour, ce conflit est tragique pour les deux peuples et toute solution requiert, pour être durable, que chacun respecte les droits de l'autre. C'est pourquoi l'Irlande a toujours et avec véhémence plaidé en faveur d'une solution globale à deux États. Nous déplorons l'absence d'avancée en ce sens, mais faute de perspective de parvenir à court terme à une solution négociée, nous pensons qu'en clarifiant en l'espèce les questions de droit international soulevées par l'occupation prolongée du territoire palestinien, la Cour aidera à poser des fondements stables sur lesquels bâtir un juste règlement. Sur la question liminaire de la compétence, l'Irlande estime que les questions posées à la Cour sont des questions juridiques au sens du paragraphe 1 de l'article 96 de la Charte des Nations Unies. En outre, la demande d'avis consultatif relève, selon nous, des attributions de l'Assemblée générale. Enfin, comme la Cour l'a elle-même déjà reconnu, le fait qu'une question juridique puisse revêtir une dimension politique n'exclut pas la compétence de la Cour. En outre, s'il est bien établi que la Cour jouit du pouvoir discrétionnaire de ne pas donner un avis consultatif, elle ne doit refuser d'en rendre que pour des raisons décisives, ce qu'elle n'a jamais fait jusqu'à présent et ce qu'elle ne devrait pas faire aujourd'hui, selon l'Irlande.
Plusieurs États ont affirmé que cette demande d'avis consultatif équivalait à une tentative de régler un différend bilatéral sans le consentement de l'une des parties à ce différend. Nous regrettons profondément qu'Israël ait choisi de ne pas présenter ses vues sur l'objet de la demande. Dans les discussions que nous avons eues avec le gouvernement israélien, nous l'avons encouragé à participer à ces audiences pour que la Cour puisse prendre connaissance de son point de vue. Toutefois, selon nous, la question du territoire palestinien occupé intéresse directement l'Organisation des Nations Unies elle-même et va bien au-delà d'un simple différend bilatéral. Comme l'a relevé la Cour dans son avis consultatif sur l'interprétation des traités de paix conclus avec la Bulgarie, la Hongrie et la Roumanie, même si la demande d'avis a trait à une question juridique actuellement pendante entre États, l'avis est donné par la Cour non aux États, mais à l'organe qui l'a demandé, en l'occurrence l'Assemblée générale. Il a également été argué que la Cour ne devrait pas se prononcer parce que les questions seraient de nature partiale. Toutefois, il est bien établi que la Cour peut interpréter, voire même reformuler une question si celle-ci n'est pas convenablement libellée ou si elle ne reflète pas les problématiques juridiques qui sont réellement en cause. De même, lorsqu'une question est vague ou ambiguë, la Cour peut la clarifier avant de fournir son avis. Il a encore été argué que la Cour pourrait ou devrait s'en tenir à donner un avis sur le rôle que peut jouer l'Assemblée générale pour aider au règlement du conflit dans le cadre de négociations établies. Toutefois, la Cour a déjà rejeté un argument en ce sens en disant, je cite, « Il n'appartient pas à la Cour de prétendre décider si l'Assemblée a ou non besoin d'un avis consultatif pour s'acquitter de ses fonctions. L'Assemblée générale est habilitée à décider elle-même de l'utilité d'un avis au regard de ses besoins propres. » Fin de citation. Il n'est pas vrai, donc, selon nous, qu'un avis de la Cour nuirait au cadre de négociation établi. Au contraire, un avis autorisé de la Cour clarifiant les importantes questions juridiques qui ont été soulevées jetterait les bases essentielles à un règlement durable, global et juste du conflit israélo-palestinien. Monsieur le Président, Israël occupe le territoire palestinien depuis 1967. En conséquence, dans ce territoire, il doit respecter le droit international humanitaire applicable, y compris le droit relatif à l'occupation militaire et le droit international des droits de l'homme. L'occupation israélienne du territoire palestinien en Cisjordanie, y compris Jérusalem-Est, c'est surtout caractérisée par une constante activité de colonisation. Dans notre exposé écrit, nous avons puisé dans des rapports de sources éminemment fiables, tels que le secrétaire général et le haut-commissaire aux droits de l'homme, pour rendre compte des différents moyens employés à cet effet. Mais disons, en résumé, qu'Israël a utilisé différents moyens pour prendre et exercer le contrôle à des fins non militaires sur le maximum de terres possible dans le territoire palestinien occupé. Une fois ce contrôle pris, Israël a entrepris des travaux de construction à caractère permanent sur ces terres, notamment pour développer les colonies et les infrastructures associées ou en encourager le développement et a incité au transfert d'un grand nombre de ses propres ressortissants. Par ces actes, Israël a fondamentalement modifié la composition démographique de la Cisjordanie. En 2022, près de 700 000 ressortissants israéliens vivaient dans des colonies de la Cisjordanie, y compris Jérusalem-Est. Israël a étendu l'application de son droit interne aux habitants des colonies, brouillant ainsi la distinction entre Israël et le territoire palestinien occupé, et
Israël a transféré l'exercice de certains pouvoirs relatifs au territoire palestinien occupé du commandement militaire à un contrôle civil, intégrant ainsi l'administration du dit territoire à celle de son État. En transférant des parties de sa propre population civile sur le territoire palestinien occupé, Israël a violé le paragraphe 6 de l'article 49 de la 4e Convention de Genève. Elle a continué de le faire, nonobstant la confirmation que la Cour a donnée dans l'affaire du mur de l'illicéité de cette pratique et nonobstant les exhortations tant du Conseil de sécurité et de l'Assemblée générale à cesser cette pratique. Israël a aussi continué à détruire et à s'approprier illicitement des biens dans tout le territoire palestinien occupé dans le cadre de sa politique d'encouragement et de facilitation de l'expansion des colonies. Cette destruction et appropriation de biens ne saurait raisonnablement se justifier par une prétendue nécessité militaire. Il est clair, au contraire, qu'elle vise à faciliter et même à encourager l'expansion de la colonisation. Pareille destruction et appropriation de biens emporte clairement violation de la 4e Convention de Genève et des lois et coutumes de la guerre codifiées par le règlement de La Haye de 1907. A également été récemment constatée une augmentation marquée des informations faisant état de violences graves et persistantes commises contre des civils palestiniens par des colons israéliens sans garde de protection, voire aucune, des forces de sécurité, ce qui va à l'encontre du droit international humanitaire. On a pu voir les forces de sécurité en train non seulement d'assister sans rien faire à de telles violences, mais même parfois en train de s'y livrer elles-mêmes. Cette situation s'est aggravée depuis le 7 octobre et le secrétaire général a indiqué qu'elle était désormais explosive. Le secrétaire général et le haut-commissaire se sont inquiétés de ce que cette violence, particulière à la lumière de l'appropriation et de la destruction de biens palestiniens, ait contraint les Palestiniens à quitter leur foyer, leurs fermes et leur pâturage. Le secrétaire général a noté que l'environnement coercitif créé par Israël pouvait être constitutif de transferts forcés, violation grave de la 4e Convention de Genève qui pourrait lui-même constituer un crime de guerre. Permettez-moi de passer à la question de l'annexion. L'évidente permanence des colonies ne peut s'expliquer, selon l'Irlande, que par l'intention d'Israël d'annexer les terres sur lesquelles ces colonies sont construites. Selon nous, le développement et l'extension des colonies montrent clairement qu'Israël déploie et a déployé un processus d'annexion de cette terre depuis des décennies. L'absence de toute déclaration d'annexion, l'absence de tout acte de jure d'incorporation formelle par rapport à la Cisjordanie est sans pertinence. En dépit des références dans les accords de coalition du gouvernement actuel que le secrétaire général décrit comme favorisant une politique d'application de la souveraineté dans les Cisjordanies, l'histoire prête à penser qu'il n'y aura pas d'annonce ni d'acte d'incorporation officielle dans un avenir proche. Cependant, selon l'Irlande, Israël a déjà lancé un processus d'annexion du territoire palestinien. Il le fait de facto par sa politique d'encouragement au changement démographique dans ce territoire en organisant des transferts de population et en assurant le développement et le maintien continu de colonies et infrastructures permanentes. L'Irlande pense qu'il le fait également de jure, en appliquant toujours plus les lois intérieures israéliennes et l'administration civile aux colonies dans le territoire, les intégrant ainsi dans son propre territoire et effaçant les différences de droit entre eux et de loi entre Israël et les colonies. Mais qu'il soit de facto,
de jure ou les deux, ce processus d'annexion est en violation manifeste en droit international de l'acquisition donc en droit international de l'acquisition de territoires par la menace ou l'utilisation de la force, un principe fondamental du droit international. Affirmer le contraire en raison du fait qu'Israël n'a pas officiellement déclaré l'annexion viderait cette interdiction de tout sens. Ça permettrait aux États d'acquérir un territoire par la force, sans conséquences juridiques, en refusant simplement d'adopter un acte officiel d'annexion ou d'incorporation. Le droit international humanitaire ne classe pas une occupation militaire selon qu'elle est licite ou illicite en tant que telle. Plutôt, ce droit reconnaît que l'occupation militaire peut arriver au cours d'un conflit armé et énonce des règles visant à réglementer le comportement de la puissance occupante et tout particulièrement celle de son armée. L'occupation militaire est forcément provisoire dans la mesure où le droit international interdit l'acquisition de territoires par la force. L'occupation ne confère pas la souveraineté. Il s'agit plutôt d'une exception provisoire à la souveraineté et, partant, ne saurait durer indéfiniment. Une occupation prolongée pendant une longue période de temps soulève forcément des questions d'ordre juridique, et en particulier la question de savoir si elle constitue une forme déguisée d'annexion ou un effort résolu de refuser à la population du territoire occupé son droit à l'autodétermination. Quel que soit le cas, la question de la licéité de la présence de la puissance occupante dans le territoire se pose. Même si, bien sûr possible, qu'une occupation militaire imposée par la force peut être entreprise au fin d'exercer le droit, au regard du droit international, d'utiliser la force pour la légitime défense, une telle occupation ne peut impliquer ni durer plus qu'il n'en faut et doit être proportionnelle à l'attaque armée à laquelle elle est une réponse. Dans le cas de territoires occupés, l'occupation militaire a débuté en 1967 et se poursuit sans interruption depuis 57 ans. Elle a également mené, comme je l'ai dit, à la construction de colonies continuelles, permanentes et délibérées. Ni la durée de l'occupation, ni l'échelle et l'étendue des activités de colonisation ne sont, selon l'Irlande, justifiées ou autorisées par les lois qui régissent ou le droit qui régit l'utilisation de la force aux fins de la légitime défense. En effet, si la sécurité d'un peuple ne peut qu'être assurée par l'occupation longue de tant d'années du territoire d'un autre peuple, on peut se demander s'il peut y avoir une solution militaire au problème qu'il prétend régler. Selon nous, la seule solution réelle au problème doit être une solution politique. Monsieur le Président, je souhaiterais aborder la question de l'autodétermination. Comme nous l'avons dit dans nos écritures, l'Irlande estime que par son occupation prolongée des terres palestiniennes et son activité de colonisation continue dans ces terres, Israël a privé le peuple palestinien de son droit de disposer de lui-même. Le principe d'autodétermination est un principe fondamental du droit international. Il est inscrit dans la Charte des Nations Unies et dans les deux pactes relatifs aux droits civils et politiques et aux droits économiques, sociaux et culturels, pacte de 1966. La teneur de ce principe a été élaborée dans la Déclaration sur les relations amicales de 1970, adoptée par consensus à l'Assemblée générale. Cette déclaration dit clairement que tout État a pour devoir de favoriser, par des actions individuelles et conjointes, la réalisation du principe de l'égalité des droits et de l'autodétermination des peuples, en se rappelant que la sujétion de peuples à une subjugation, domination ou exploitation étrangère est une violation de ce principe même, ainsi que le déni de droits humains fondamentaux et
est contraire à la charte. La déclaration déclare solennellement que tout État est tenu de s'abstenir de toute action de force qui priverait un peuple de son exercice du principe d'autodétermination et son droit à la liberté et à l'indépendance. Dans l'affaire du mur, la Cour a conclu que l'édification du mur et son régime corollaire entravaient gravement l'exercice par le peuple palestinien de son droit à l'autodétermination. C'est donc d'une violation par Israël de l'obligation de respecter ce droit. Selon l'Irlande, l'occupation prolongée des territoires par Israël et son activité de colonisation toujours croissante, prises ensemble, l'ont entravé bien plus. Cette activité toujours croissante a fragmenté toujours plus la présence palestinienne et limité toujours plus l'utilisation par les Palestiniens des terres et des ressources naturelles du peuple palestinien. Il met en péril la viabilité même d'un État palestinien à venir. La nature, l'échelle et la durée de ces activités de colonisation sont telles que leur but ne peut être que d'empêcher de manière permanente l'exercice par le peuple palestinien de son droit à l'autodétermination. Tant l'interdiction de l'acquisition de territoires par la menace ou l'utilisation de la force et le principe d'autodétermination sont des principes fondamentaux du droit international, comme sont les règles fondamentales du droit humanitaire international. Il est reconnu que ces principes fondamentaux sont des normes impératives de droit international général, ou jus cogens, qui ne souffrent aucune exception, ou, comme la Cour les a décrits dans son avis consultatif sur la menace ou l'utilisation d'armes nucléaires, des principes intransgressibles du droit international coutumier. Les normes impératives de droit international général entraînent des obligations envers la communauté internationale dans son ensemble, obligations erga omnes, pour lesquelles tous les États ont un état juridique, conclusion à laquelle est récemment parvenue la Commission du droit international, elle aussi. C'est avec regret que l'Irlande a conclu que par son occupation prolongée du territoire palestinien et par ses activités de colonisation qu'il y a entrepris depuis plus d'un demi-siècle, Israël a commis des violations graves d'un nombre important de normes impératives de droit international général et les obligations erga omnes qui correspondent. En ce compris les règles de base du droit humanitaire international, le droit à l'autodétermination du peuple palestinien et l'interdiction de l'acquisition de territoires par la force. En vertu du droit international coutumier de la responsabilité des États, lorsqu'un État viole une obligation internationale, il commet un acte internationalement illicite. À moins que cette illicité soit écartée, par ailleurs, cet acte entraîne la responsabilité internationale de l'État concerné et entraîne des conséquences juridiques. Si l'acte est constitutif d'une grave violation d'une norme impérative et de son obligation erga omnes correspondante, la Cour a conclu que cela entraîne des conséquences juridiques pour tous les États. En particulier, l'obligation de ne pas reconnaître la situation illicite qui résulte de cette grave violation. Deuxièmement, l'obligation de ne pas prêter aide ou assistance au maintien de la situation créée par cette violation grave. Troisièmement, l'obligation de coopérer afin de mettre un terme à cette grave violation ou, comme la Cour l'a dit dans les conditions ou circonstances spécifiques du mur, de veiller à ce que soit mis fin à toute entrave résultant de l'édification du mur à l'exercice par le peuple palestinien de son droit à l'autodétermination. En l'affaire du mur, la Cour a conclu qu'Israël avait pour obligation de mettre un terme aux violations de ses obligations juridiques, y compris celles prévues par le droit humanitaire international, et était tenu de respecter
le droit du peuple palestinien à disposer de lui-même et de réparer le préjudice causé par ces violations. En cet instant-ci, le droit relatif à la responsabilité des États impose lui aussi à Israël de mettre un terme à ces violations graves que j'ai esquissées devant la Cour, notamment en revenant sur sa politique de colonisation et en réparant le préjudice causé par la restitution ou l'indemnisation, c'est selon. Pour tous les États, en tant que membres de la communauté internationale dans son ensemble, à laquelle est due ou sont dues les obligations erga omnes pertinentes, les conséquences juridiques de ces graves violations, selon l'Irlande, sont tout à fait claires. Tous les États sont tenus de coopérer afin de mettre un terme à ces violations par des moyens licites, de ne pas reconnaître en tant que licite la situation créée par elles et de ne pas prêter aide ou assistance au maintien de cette situation. Plus particulièrement, les États sont dans l'obligation de coopérer afin de mettre un terme à les violations graves par Israël de son obligation de respecter le droit du peuple palestinien de disposer de lui-même. Ou, comme la Cour l'a dit en l'affaire du mur, de veiller à ce que soit mis fin à toute entrave à l'exercice de ce droit. Ceci comprend la coopération entre États par le truchement des Nations Unies et, selon le cas, d'autres organisations internationales, en ce compris l'Union européenne. S'agissant l'obligation de ne pas reconnaître comme licite une situation créée par ces graves violations, la Cour a déjà dit comment celle-ci peut être exécutée dans son avis consultatif sur les conséquences juridiques pour les États de la présence continue de l'Afrique du Sud en Namibie. Dans cette espèce-là, la Cour a conclu que le devoir de non-reconnaissance imposait aux États, entre autres, de s'abstenir d'avoir des liens économiques ou autres, ou encore autres relations avec l'Afrique du Sud qui pérenniseraient son autorité sur le territoire de la Namibie. Ce fut aussi la position de l'Union européenne en l'affaire de l'annexion par la Russie de la Crimée en 2014. L'UE a pris de nombreuses mesures diplomatiques, économiques et autres visant à empêcher toute reconnaissance implicite de l'annexion. Ces mesures comprenaient une interdiction de l'importation de marchandises au départ du territoire annexé et une interdiction d'y investir. En cette espèce, selon nous, les États ont pour obligation de ne pas prêter aide ou assistance au maintien de la situation créée par la violation par Israël de l'obligation de respecter le droit des Palestiniens à disposer d'eux-mêmes. Dans le passé, l'Assemblée générale et le Conseil de sécurité ont appelé les États à s'abstenir de prêter assistance au maintien de situations de refus du droit à l'autodétermination. Selon l'Irlande, ces obligations nécessitent que tous les États, ainsi que les organisations internationales compétentes pour le commerce extérieur, l'Union européenne, en ce qui concerne l'Irlande, que ces États donc revoient leurs liens commerciaux avec les colonies dans les territoires occupés. Ils doivent prendre des mesures pour empêcher tout commerce qui permet au maintien de la situation créée par cette activité de colonisation ou qui implicitement reconnaît ou sert à pérenniser la colonisation ou l'annexion par Israël de ce territoire. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs de la Cour, l'Irlande reste entièrement attachée à la réalisation de la solution à deux États telle qu'avalisée par le Conseil de sécurité. Un Israël sûr et sécurisé et un État palestinien indépendant, démocratique, continu, viable et souverain, vivant côte à côte dans la paix, à l'intérieur de frontières sûres et reconnues, fondées sur les frontières de 1967, avec Jérusalem comme capitale des deux États.
Voilà le cadre établi à l'intérieur duquel il était convenu que la solution se trouverait. Ce qui explique pourquoi des déclarations récentes faites par le Premier ministre israélien, dans lesquelles il a ouvertement rejeté la solution à deux États, ont provoqué une telle consternation au niveau international. La solution doit se construire sur les fondations que constituent le respect du droit international, mais plus particulièrement le respect du droit à l'autodétermination. Dans ces circonstances, l'Irlande invite la Cour à fournir à l'Assemblée générale, telle qu'elle l'a demandé, les éclaircissements qui feront autorité. Je vous remercie de votre attention. Je remercie la délégation de l'Irlande